Alors, comme le royaume animal est décidément très vaste, je me suis intéressée aussi au castor. Je m'y intéresse depuis très longtemps, déjà depuis la thèse en fait, en découvrant des affirmations assez stupéfiantes chez Buffon, encore lui, qui décidément est riche d'enseignements. J'avais trouvé qu'il évoque le castor comme le seul animal qui n'est pas dégénéré. C'était déjà assez intéressant. Et il faisait en plus le parallèle entre les enfants sauvages et les castors. Alors je m'explique. Il pense que tous les animaux de la création ont été abîmés par la chasse ou par l'élevage, donc par leur prise en main par l'homme, et que cette prise en main les a littéralement dénaturés. Et donc qu'ils ont perdu les compétences qui pouvaient être les leurs avant d'être traités ainsi par les humains. Mais, dit-il, le castor fait exception, parce que c'est, à son sens, le seul animal qui ait une industrie, une architecture, une manière de vivre qui était finalement tout à fait digne des humains. Et il souligne que cette manière de vivre est éminemment liée, selon lui, au fait d'une vie sociale. Donc, ce qui sauve le castor par rapport aux autres animaux, c'est non seulement le peu de contact qu'il a avec les êtres humains, mais le fait aussi qu'il vit en société. Et il donne comme exemple un castor seul ne construit rien, n'élabore rien, comme un humain seul n'est plus vraiment un humain. Donc c'est assez intéressant de voir ainsi soulever la question du rôle de la collectivité sociale et de ses incidences sur l'activité, sur l'intelligence du monde, sur la manière d'être au monde. Ce qui est intéressant aussi avec le castor, c'est qu'il n'a pas toujours été pensé comme ça. Et ça, c'est assez surprenant aussi. Quand on va voir encore une fois dans les vieilles histoires naturelles de la Renaissance ou du Moyen Âge, le castor est un animal très digne, mais pour de toute autre raison. On considère alors que le castor est assez sage pour se castrer lui-même s'il est poursuivi par les chasseurs. Parce que le chasseur le pourchasse pour ses glandes. On pense à l'époque que ce sont ses testicules, mais les testicules du castor sont internes, donc c'était une erreur d'attribution. Et donc, comme il savait qu'on ne le chassait que pour ça, les glandes étant porteuses effectivement d'un produit médicamenteux à base d'acide acétylsalicylique, le castor adore le saule, le castor aurait donc eu la réputation d'être assez malin pour renoncer à sa vie sexuelle, mais pour garder sa vie tout court. Et on garde cette hypothèse de vie du castor pratiquement jusqu'au moment des grandes découvertes, fin 16e, 17e. Et il semble que ce soit à ce moment-là qu'on s'avise, en débarquant notamment au Canada et aux États-Unis, que les castors, c'est bien autre chose. On est en face des constructions, des grands barrages qui supportent le passage d'un cheval au galop, qui ont quelquefois des longueurs tout à fait impressionnantes. Hein. Je crois que le dernier découvert par Google Earth promet dans les prochaines années d'atteindre le kilomètre. Et il est tellement long qu'on ne l'avait pas vu autrement que par satellite. Là, ce sont des œuvres de plusieurs générations de castors, parce que contrairement à ce qu'on pensait à l'époque de Buffon et à ce qu'on pensait à l'époque des cartes canadiennes qui représentent les castors et ce qu'on appelait leur république, les castors ne vivent pas en collectivité énorme. C'est en fait une famille un petit peu élargie, parce que les petits restent 2 ans dans les environs des parents et travaillent avec eux. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir l'impression qu'il y en a plus. Mais ils ne sont pas là à travailler tous ensemble, ce n'est pas un travail coordonné. Mais ce qui est intéressant, c'est précisément, on pense que ce travail est un travail démocratique, que c'est un travail honorable, fondé sur la persévérance, sur l'application, sur l'intelligence et sur le couple vertueusement monogame qui élève ses enfants
dans les vertus que nous apprécions. Donc, en fait, le castor se trouve porteur de toute une série de valeurs qu'il n'a probablement pas pour lui-même. C'est comme ça. Et tout d'un coup, il va être terriblement admiré pour ces qualités-là. Au point que, même ici, où vous savez peut-être, le castor a été réintroduit illégalement, ça a fait l'objet d'un procès, les gens que sa présence dérange ont tendance à dire dans la même phrase, mais on ne leur veut pas de mal, nous, à ces gentilles petites bêtes-là. Mais, donc, c'est difficile de dire du mal de lui. Et on s'en était aperçu aussi quand on travaillait avec Catherine, elle sur le ragondin, moi sur le castor. C'était à peu près le même animal. Et jamais quelqu'un n'ose se permettre de dire frontalement du mal d'un castor, alors que pour le ragondin, on ne se prive pas de le chasser, de le torturer. Enfin, c'est une véritable horreur, le ragondin, pour eux. Tout ça parce qu'il est étranger, encore une fois, hein, il vient de l'extérieur. Alors, je me suis intéressé aussi sur notre terrain, à nos castors, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire avec leurs dents. Ces petites marques sur le petit tronc qui est ici sont assez révélatrices, mais la coupe en sifflet montre bien qu'on a affaire à un arbre de peu de volume, de peu d'intérêt pour un castor bien né. Ils peuvent s'attaquer à des troncs considérablement plus importants. Et là aussi, on voit très bien le travail des dents sur ce copeau. Et en quelques heures de nuit, un ou deux castors peuvent vous abattre un arbre tout à fait considérable. Et s'ils n'y arrivent pas, au matin, vous voyez l'arbre qui ne tient plus qu'à un fil. C'est une chose qui rend leur présence quand même assez problématique, parce que pour éviter ça, il faut littéralement protéger les arbres par des manchons de fil de fer. Et quand on a affaire à une entreprise d'arboriculture, ben, c'est un travail considérable que d'entourer chaque arbre d'un manchon pour que les castors ne les attaquent pas. Dans le village à côté du mien, on a d'ailleurs aussi mis des barrières nadars, c'est assez intéressant, en haut d'escaliers qui viennent depuis la rivière et qui montent jusqu'au quai, pour empêcher les castors de passer sur le quai où ils ont déjà troué les clôtures et où ils attaquent évidemment les arbres des propriétés. Quoi qu'ils n'aillent en principe pas très loin, hein. Un castor, généralement, ne se déplace pas au-delà de 30 mètres de l'eau qu'il considère comme son territoire, à cette réserve près qu'ils peuvent faire varier le niveau de l'eau et donc varier aussi l'amplitude des 30 mètres en question s'il y a au bout des 30 mètres quelque chose qui en vaut de la peine, un champ de betteraves ou quelque chose de ce genre. Et donc un peu partout en Europe maintenant, on se pose la question de savoir comment on fait avec ça. Les forestiers, les responsables de la DNF, donc la division nature et forêt ici en Belgique, ne sont pas contents du tout parce que, je vous l'ai dit, cette réintroduction s'est faite contre leur gré. Ils n'ont pas été consultés. Ce sont des activistes, les rangers, qui ont, après plusieurs demandes polies qui avaient essuyé des refus, ont décidé d'aller chercher des castors en Bavière et de les réintroduire. Ils disent pas en Belgique, puisqu'il y a eu un procès, mais à la frontière, en France, en Hollande, et dans des cours d'eau qui n'aboutissent qu'en Belgique. Donc, même si on les écoute, on voit bien comment les choses se sont faites. Ceci dit, du point de vue des spécialistes de l'histoire naturelle, c'est une réintroduction très réussie. Le castor s'est très très bien adapté et il fait du bon travail puisque nos Ardennes étaient fort occupées par des cultures intensives d'épicéas. Ça fait du bois rapidement, l'épicéa, mais ce n'était pas du tout la forêt naturelle du coin. Et dans beaucoup d'endroits, la culture d'épicéa est terriblement appauvrissante et réductrice pour la flore et la faune locale. Les castors, par contre, règlent le problème assez vite. Quand ils débarquent dans une vallée, en 2 ans, on a un chantier pas possible. On a l'impression que la vallée a été bombardée, littéralement. Tout est cassé. Les arbres qui n'étaient pas coupés meurent noyés par les retenues d'eau. Et donc, ils font du boulot. Mais ce boulot a l'avantage, comme le castor est aussi une espèce clé de voûte, a l'avantage de réinstaurer une grande biodiversité aquatique, des poissons qui trouvent en contrebas des barrages de l'eau claire, parce que les barrages fonctionnent comme des filtres.
Donc à la limite, un petit village qui aurait un barrage de castors en aval de chez lui pourrait se passer d'une station de traitement des eaux. Les eaux sont traitées par les castors et ils supportent, eux, très bien la pollution. Donc, contrairement aux loutres, on peut mettre les castors dans des lieux très très pollués et ça n'a pas l'air de les atteindre. Et puis par ailleurs, donc après les poissons, la flore végétale, on trouve aussi des retours d'insectes, donc d'oiseaux. Enfin, toute la chaîne se reconstitue un peu selon le principe qu'on a mis en évidence aussi au Yellowstone avec le retour des loups, quoi. Ça a un effet domino qui fait que tout le paysage se rebâtit autrement. Néanmoins, il y a évidemment des problèmes avec certains agriculteurs, avec certains arboriculteurs, avec tous ceux, même avec les pisciculteurs, parce que le poisson n'est pas mangé par le castor est exclusivement végétarien, mais il a horreur de toutes les fuites, comme je l'ai dit tout à l'heure, horreur des courants d'air. D'ailleurs, quand on capture un castor et qu'on veut le faire passer d'un piège-cage à un sac, il suffit de souffler dessus. Souffler un petit peu, et boum, le castor déménage tout de suite, il va dans le sac, parce qu'il ne supporte pas les courants d'air. Et de la même façon, il ne supporte pas les fuites. Or, les étangs de pêcherie et de pisciculture ont des fuites. Le pisciculteur doit pouvoir régler le niveau de l'eau et éventuellement le vider entièrement s'il veut récupérer ses poissons à un moment donné. Et dès qu'il y a un castor dans le coin, il colmate. Il colmate tout ce qui peut laisser écouler de l'eau et il le fait de façon très efficace avec des pierres, avec de la boue. Et ça devient un béton terrible, quoi, qu'on n'arrive pas à éliminer très facilement. Donc des mesures doivent être prises dans un certain nombre de cas. Autant que possible, on évite que ce soit des mesures fatales. On voit la chose se passer aussi en Bavière, où les castors sont depuis beaucoup plus longtemps. Et là aussi, on entreprend des opérations de capture et de déplacement, mais de familles entières. Je fais référence à Cynthia Mose et à ses familles et à la mémoire des familles. On ne déplace pas un castor tout seul. Si on veut déplacer des castors, il faut piéger maman, papa, les enfants et les remettre dans un autre endroit, tous ensemble. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ce que font les Bavarois, notamment. Ils en exportent en Hongrie, dans les pays demandeurs, parce qu'en réalité, depuis le début du XXe siècle, presque tous les pays européens sont demandeurs de réintroduction du castor. D'autres, au demeurant, il y a des traces dans la nomenclature partout. Je veux dire ici, Beverly, c'est le lieu des castors. Bièvre, enfin on pourrait trouver dans la toponymie des traces de présence de castors à peu près partout. Et donc on le voit plutôt revenir comme un patrimoine naturel plutôt intéressant et beaucoup de gens l'apprécient, même si certains y sont violemment opposés. En Bavière, on montrait un village où la moitié du village ne parle plus à l'autre moitié, parce qu'il y a des pro-castors et des anti-castors. Donc c'est compliqué. C'est une conception du monde aussi qui passe par là, parce que souvent les anti-castors estiment que si les castors ont disparu, c'est qu'on devait faire sans eux et que c'était mieux comme ça et que nos ancêtres avaient fait en sorte qu'on en soit débarrassé. Donc de grâce, on ne ramène pas. Donc il y a avec eux le même type de problématique qu'il y a avec les ours et les loups. Généralement, on est susceptible d'être plus compréhensif avec les ours et les loups parce qu'on se dit, oui, quand même, se trouver confronté à une meute de loups quand on a un grand troupeau de moutons ou se retrouver nez à nez avec un ours quand on est dans les Pyrénées, c'est pas rien. Mais le castor, c'est pas rien non plus. C'est comme les lapins, ils peuvent faire du boulot. Et donc, on a vu des barrages qui étaient condamnés à être détruits et qu'on a dû casser à la dynamite, parce qu'on n'en venait pas à bout dans le sud de la France. Et dans la semaine, le barrage était rétabli. Le castor s'est têtu. L'écologiste bavarois qui s'en occupe dit de manière très plaisante, le castor c'est un anarchiste, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Or c'est aussi paradoxal, parce qu'on voit justement sage, père de famille, travailleur, hein, mais têtu. Et donc, c'est presque inutile d'essayer de changer son comportement. On sait que le problème se pose aussi en Argentine, notamment.
dans l'alternative du ragondin. Mais on a amené là-bas des castors dans le but de renforcer les ressources en fourrure, en disant aux gens, mais vous savez, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas les voir, si éventuellement ils vous gênent, ben vous en tirez un, en plus vous avez le bénéfice d'une peau de temps en temps. Ce n'était pas exactement ce qui s'est passé. Alors à très long terme, on se rend compte que ces castors argentins peuvent améliorer l'état des pâtures, parce que quand un castor a exploité un espace vivant un certain temps, il s'en va. Et donc le niveau de l'eau baisse, et tout ce niveau d'eau qui disparaît est un niveau d'eau enrichi. Et donc les prairies qui repoussent sont des prairies très fertiles. Mais il faut attendre le moment où le castor se décourage. Et quant à le tirer, il faut se lever tôt. Ce n'est pas exactement évident d'arriver à les coincer. Mélanie Chaplier m'a même dit récemment qu'il était envisagé de déplacer des piégeurs de castors cris pour aller donner des cours en Argentine, pour essayer de faire face au débordement du castor. Et pour lui, on peut vraiment parler de débordement. Mais en parlant du castor, du coup, je me suis rapprochée de l'ethnologie et de l'anthropologie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque j'ai découvert avec le plus vif intérêt que le père de l'anthropologie américaine, en l'occurrence Lewis Henry Morgan, avait commis un volume entier à propos des castors, et qu'il s'est trouvé la possibilité de traduire enfin ce livre, qui n'avait jamais été traduit. C'est un livre de 1868, mais qui sert toujours aux naturalistes aujourd'hui. C'est un livre d'une très très grande qualité d'observation. Et donc on a décidé qu'on traduisait ce livre en français, et j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'en faire la préface, une préface assez volumineuse, puisqu'elle fait une quarantaine de pages. Mais ce qui m'intéressait dans le travail de Morgan, c'est d'une part qu'il ait écrit ce livre de manière tout à fait parallèle à son travail ethnographique. Donc, il se déplaçait sur le terrain, il travaillait sur les Iroquois notamment, et en même temps, il travaillait sur les castors. Alors, Morgan est un personnage compliqué. J'ai longtemps hésité en connaissant l'existence de ce livre, parce qu'il est toujours présenté dans l'histoire de l'anthropologie comme un évolutionniste. Et Dieu sait si je n'encaisse pas les évolutionnistes à cause de toutes les discriminations que leurs théories ont entraînées, même avec la meilleure volonté du monde. Un évolutionniste qui vous dit « mais si, on est tous égaux, simplement il faut éduquer les autres parce qu'ils rament un peu pour arriver au même niveau que nous ». Évidemment, je peux pas entendre cela. Et donc me dire que Morgan, qui était quand même un fou des Amérindiens, qui a insisté pour se faire initier. Ils se sont foutus de sa tête, d'ailleurs. Ils l'ont fait tomber dans la rivière comme par accident. Enfin, mais enfin, il voulait être initié, qui était tellement admiratif devant ces cultures, leur lien de parenté, leur façon de concevoir les choses, et qui rêvait d'une Amérique qui aurait vraiment fusionné les savoirs des uns et des autres. Je me disais, cet homme-là ne peut pas être évolutionniste au sens où on l'entend. Donc j'ai cherché, et je connaissais évidemment les tout petits passages de son œuvre qu'on cite toujours, et où il décrit notamment pour les castors le fait qu'il y a des huttes, mais qu'il y a aussi des castors qui ne construisent pas de huttes, ou simplement très petites, et donc ils ont sans doute évolué aussi, le castor victime d'évolution. Et donc on se saisit toujours de ces passages pour brandir l'évolutionnisme de Morgan. Et en réalité, on se rend compte qu'en fait, Morgan était plutôt un créationniste, ce qui n'est peut-être pas beaucoup mieux à l'heure qu'il est, mais c'est autre chose, quoi. On ne peut pas être créationniste et évolutionniste en même temps. Mais il y a chez lui une recherche tâtonnante. Il n'a pas une formation d'ethnologue, c'est un juriste, Morgan, d'où son intérêt probablement pour les régimes d'alliance sur la surface de la planète. Et sa prudence quand même vis-à-vis de l'histoire naturelle. Il a rencontré Darwin, mais il n'est pas sorti grand-chose de cette rencontre. Si ce n'est que par ailleurs, quand on va voir dans l'œuvre de Darwin, on se rend compte que Darwin a toujours soigneusement évité de traiter l'instinct. Or, il avait des documents qui ont été publiés par la suite par un de ses disciples à qui il les avait confiés. Mais la question de l'instinct le mettait mal à l'aise. Et pour Morgan, l'instinct, c'était ce sur quoi on tirait à boulet rouge.
Il était d'avis que l'instinct, c'était le mot qu'on sortait, encore une question de mots, le mot qu'on brandissait pour le plaquer sur les choses qu'on ne comprenait pas, et donc pour s'interdire de comprendre plus loin. Morgan, au contraire, parle des animaux comme d'êtres qui ont une intelligence libre. Il conçoit bien qu'il n'y a pas de langage, il les appelle les muets dans son livre, mais ça ne leur ôte rien à l'intelligence et à la manière de résoudre des problèmes. Finalement, il a un peu la même position que celle de Montaigne, qui dit tous les vivants sont adaptés à leur environnement, et partout, que nous soyons un animal ou un humain, nous naissons, nous sommes malades, nous nous reproduisons, nous mourrons, nous communiquons entre nous. Et pourquoi est-ce que nous serions une exception? Montaigne, en fait, repousse totalement l'idée de l'exception humaine, et je pense que Morgan aussi, finalement. Il est dans une telle admiration pour les castors, il les a découverts en se déplaçant pour quelque chose qui allait les détruire, puisqu'il était engagé pour tester le terrain où allait passer un chemin de fer qui allait relier l'État de New York au Grand Lac et aux mines. Et très vite, il s'est rendu compte, en débarquant dans ces terres où finalement les humains n'étaient pas très visibles, ils étaient là mais ils ne détruisaient pas. Je veux dire, les Amérindiens, pour eux, c'était le peuple des castors, et ils les considéraient comme les petits frères qui parlent, parce qu'au moment où il y a des bébés, on les entend jaboter dans le terrier, et ils conçoivent que ces animaux-là parlent. Et donc Morgan a découvert ça, il a découvert les canaux. Il allait littéralement plonger le nez dedans pour aller voir sur les bords qui avait fait ça. Il n'arrivait pas au départ à concevoir que c'était une œuvre animale. Donc, il me permettait de rejoindre la question de l'intelligence animale, de la sociabilité animale et des relations pluriontologiques, je dirais, avec les mondes animaux, les Blancs n'ayant pas du tout les mêmes relations que les Amérindiens avec le castor. Mais en face des castors, littéralement, Morgan redevient un petit garçon. Il a vu des Amérindiens qui nourrissaient des castors chez eux, qui leur donnaient du lait au plateau, évidemment. Un castor, c'est beaucoup plus délicat à allaiter qu'un petit chien ou même qu'un petit ours. Donc, ils ont dès le départ des dents trop redoutables pour qu'on puisse envisager de les allaiter au sein, mais ils sont là dans les collectivités amérindiennes, et ils regardent ça et ils disent « j'en veux un ». Dans ses notes de terrain, j'en veux un. C'est comme un petit enfant qui s'émerveille devant un petit ours. C'est quelque chose pour lui de tout à fait fabuleux. Donc, c'était intéressant de montrer comment, au tout début de l'anthropologie, avant même qu'elle ne soit une discipline officielle, l'intérêt pour le monde dit de la nature, avec nos mots à nous, était déjà là. Il était déjà très, très puissant et très fort et nullement exclusif de l'intérêt pour les humains, comme on a toujours l'habitude de le dire. On s'intéresse aux uns ou aux autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'intéresser au tout à la fois.